Non, votre enfant n'est pas HPI, vous êtes juste riche. C'est en tout cas l'hypothèse émise par le chercheur Wilfried Ligné, sociologue au CNRS, pour qui faire reconnaître comme surdoué son enfant permettrait d'augmenter son pouvoir face à l'école. Pour lui, l'idée même d'intelligence est devenue éminemment politique. Il faut dire que les tests de QI ont explosé ces dernières années. Dans certains milieux, l'un des premiers réflexes est même de mesurer l'intelligence de l'enfant qui a des problèmes relationnels ou des difficultés à l'école. Certains experts parlent même d'un marché de l'intelligence qui étiquette les zèbres comme ou non des enfants précoces ou à haut potentiel, au mépris parfois de leur bien-être. Alors voilà la question que nous allons nous poser ce matin en compagnie de nos invités. Pourquoi nos enfants sont-ils de plus en plus diagnostiqués ? Eh bien, tentative de réflexion, en tout cas de réponse, dans cette émission. J'ai la joie de recevoir, pour commencer, Éric Konofal. Bonjour monsieur, bonjour docteur. Bonjour Marie-Ange. Vous qui êtes un spécialiste du sommeil, un spécialiste du fameux TDAH dont on parle de plus en plus en France et dans le monde occidental, peut-on dire ? C'est un peu ça ? On en parle depuis déjà très longtemps, et puis pas forcément d'ailleurs, je dirais, en Occident. C'est quelque chose qui a traversé les cultures, qui a traversé les siècles aussi. Ouais. Peut-être aujourd'hui on en parle un peu plus parce que les enfants sont plus priorisés dans leur éducation et surtout dans leurs apprentissages. Et donc du coup on marque plus volontiers les difficultés lorsqu'il y en a. Alors vous œuvrez, attendez, on parlera plus tard si vous le permettez, cher Éric Konofal, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Vous œuvrez à l'hôpital Robert Debré à Paris. Voilà, vous avez écrit de nombreux ouvrages et on peut citer donc cet ouvrage en lien en tout cas avec l'émission, Histoire illustrée de l'hyperactivité, le TDAH, donc trouble de l'hyperactivité et de l'attention, dans l'autre sens j'ai inversé, le TDAH et ses traitements au fil du temps. C'est un peu l'histoire de ce trouble, édité aux éditions Impulsion Naturelle, tout simplement. Nous sommes également en compagnie de Charlotte Riedberger qui reprend son souffle. Charlotte, bonjour et bienvenue. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous avoir parmi nous. Mais je suis ravie ce d'être soir. là. Vous qui êtes psychanalyste clinicienne depuis plus de 20 ans, docteur en sciences psychologiques et de l'éducation, docteur en philosophie et en sciences sociales. Vous vous êtes donc spécialisé dans les profils neurocognitifs atypiques, on est bien dans notre sujet, que sont notamment les HPI, les TSA, TDAH, les 10. Vous êtes l'auteur de 3 minutes pour comprendre comment pensent les génies. Vous étiez d'ailleurs venu en parler chez nous l'année dernière, aux éditions du Courrier du Livre, et vous êtes vous-même la maman d'un petit garçon. C'est exact, un petit garçon qui est Asperger et TDAH de type 3. Eh bien voilà qui est clair et bien diagnostiqué. Nous sommes bien dans notre sujet. Nous sommes en ligne avec Éric Turon-Lago. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes psychologue à l'éducation nationale, c'est bien ça ? Aussi, oui. Oui, notamment, vous intervenez. Oui. Vous intervenez dans la formation continue, vous sensibilisez les psychologues et les enseignants à ces troubles des apprentissages et du comportement. Vous avez participé à la rédaction d'un vade-mecum proposé justement par le ministère de l'Éducation nationale pour la scolarisation des élèves à haut potentiel, qui est toujours le fruit d'une grande réflexion, je crois. Vous êtes également l'auteur de cet ouvrage, L'évaluation des compétences cognitives de l'enfant et de l'adolescent, aux éditions Entropie. Et enfin, nous sommes en compagnie de Marie. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Ravie de vous recevoir. Parlez bien dans votre micro, Marie. Vous qui êtes diplômée d'un master des métiers de l'enseignement, vous êtes passionnée par la transmission, les questions liées à l'éducation. Vous avez exercé en tant que conseiller principal d'éducation au collège, vous êtes professeur de français et vous êtes donc ici pour parler en tant que maman. Vous qui êtes la maman d'un petit garçon diagnostiqué au potentiel, qui a été diagnostiqué, me disiez-vous, à l'âge de 2 ans et demi, c'est bien ça. Tout à fait. Également TDAH, alors là diagnostiqué à 6 ans et demi, c'est précis au moins. Voilà qui est clair. Eh bien, maintenant que ce plateau est présenté, chers amis, est-ce qu'on peut répondre à cette question pour commencer ? Éric Konofal est avec nous, vous êtes le nez dans votre bouquin, là. Non mais pourquoi les enfants sont-ils de plus en plus diagnostiqués ? On n'a pas rêvé, docteur. Les enfants, j'ai envie de vous poser la question à tous les deux, Éric Turon-Lago, Charlotte et Éric Konofal. Alors, commencez, Éric. Alors moi je ne sais pas si on en diagnostique plus, mais ce qui est certain c'est qu'il y a plus de demandes aujourd'hui effectivement de la part des parents qui viennent effectivement, vous le disiez, déjà avec des bilans tout faits. La question c'est de savoir s'il y a une réelle plainte dans toutes les situations, parce que finalement si un enfant a on va dire un fonctionnement intellectuel jugé normal dans ses apprentissages par les enseignants,
il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher à faire des tests, etc. Sauf que les parents, même quand ça se passe très bien à l'école, ils sont de plus en plus demandeurs. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'on n'avait pas, je dirais, il y a encore 5-6 ans. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Pour des enfants qui ont des difficultés de compréhension, de stabilité, qui n'arrivent pas à rester en classe, qui n'arrivent pas non plus à avoir des liens, de tisser des liens de camaraderie, etc. Bon, ça, c'est justifié. On peut effectivement, dans ces cas-là, aller voir... Oui, on peut aller voir quelqu'un pour aller en savoir un peu plus. Mais malheureusement, aujourd'hui, je dirais, c'est pas que des vrais malades. On a aussi des enfants qui ont finalement pas grand-chose et qui viennent diagnostiquer. Ça peut être parce qu'ils ont du mal à s'endormir, mais sans forcément, pour autant qu'on a cherché derrière quelque chose d'organique, on va dire. Il a raison, le Wilfried Ligné, chercheur au CNRS, qui n'est pas avec nous ce matin, mais en disant... c'est un peu caricatural. C'est un peu caricatural. Parce que, en fait, si on va plus loin que ce que dit ce monsieur, c'est vrai peut-être que pour des parents qui sont, je dirais, d'un certain niveau socio-culturel, ils veulent le nec plus ultra, ils veulent le meilleur du meilleur, donc forcément... C'est humainement compréhensible. Ils font partie de ces patients dont je vous parlais, à savoir, enfin des patients, des personnes qui nous sollicitent, alors que tout se passe finalement pas mal. L'enfant peut juste avoir un petit problème, à pas tout comprendre en mathématiques, quand bien même il est dans une école d'un niveau peut-être plus élevé que son bilan intellectuel lui permettrait de pouvoir suivre correctement. Mais donc du coup, ces parents-là vont vraiment en demande. Donc maintenant, on n'a pas forcément des HPI dans les familles à haut potentiel, de haut potentiel, de niveau socio-culturel élevé. Ça serait, c'est pas exact. Le point de vue de Charlotte, quelle est votre réaction à cette phrase qu'on entend qui s'est un petit peu répandue sur les réseaux et ailleurs, cette phrase de ce sociologue Wilfried Ligné, votre enfant n'est pas HPI, vous êtes juste riche. Ça vous fait quel effet, si je puis dire, vous qui êtes vraiment la maman d'un véritable enfant diagnostiqué pour le coup? Oui, alors je pense qu'effectivement il y a une corrélation qui s'est établie, comme le disait le docteur Konofal, de manière un peu erronée, entre le niveau socio-culturel, la richesse, et le haut potentiel. Évidemment, d'après les recherches qui ont pu être menées par un certain nombre de chercheurs, quand un enfant naît dans un milieu privilégié, il a plus de chances d'avoir des compétences, on va dire, du point de vue de la compréhension verbale, et ce sont des compétences qui sont évaluées par les tests de QI. Pour ce qui est du reste, c'est moins évident. Donc, souvent, les parents imaginent que lorsqu'ils ont un enfant qui a des problèmes, c'est parce qu'il est haut potentiel. Et bien sûr, c'est pas souvent le cas. Parce que le haut potentiel ne concerne... Désolé, les parents qui nous écoutent dans ce jour de rentrée, c'est mal barré si vous comptiez là-dessus. Bon, pouf. Ça ne concerne qu'à peu près 2% de la population. 2%, voilà un vrai chiffre. C'est très rare, effectivement. On confond souvent les enfants qui sont un petit peu précoces des enfants qui sont intellectuellement je peux vous dire, j'en ai des copines au square qui vous disent non, mais moi il est HPI, elle est HPI. J'en ai, je peux vous en présenter effectivement plus que 2% à mon avis. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que si on prend les chiffres, par exemple, en Angleterre, je crois que ça a augmenté de 750% les bilans diagnostiques. En Suisse, je ne sais plus les chiffres, mais on doit être entre 300 et 700% d'augmentation. Ici, en France, on a une augmentation qui est aussi très sensible. Donc, est-ce que ça veut dire que les enfants ont plus de troubles? Peut-être. D'après certains chercheurs, il est possible qu'effectivement, les polluants, les pesticides jouent un rôle, et le fait que de plus en plus de femmes aient des enfants tardivement. C'est-à-dire qu'autrefois... Ça donc? Oui, les femmes avaient des enfants beaucoup plus tôt, entre 18 et 25 ans. Ouais. Et aujourd'hui, les femmes, on prend Paris par exemple, la moyenne, le premier enfant, c'est 35 ans. En Suisse, c'est vraiment encore plus tard. Donc, on se rend compte qu'il peut y avoir une corrélation entre les troubles qu'on va observer. Mais ces troubles ne sont pas du côté du haut potentiel. Ils sont plutôt du côté de l'autisme ou du TDAH. D'accord. Voilà une nouvelle intéressante. Éric Turon-Lago, quel est votre point de vue, vous qui participez justement à cette réflexion, et à ces tests aussi, qui travaillaient en ce sens finalement aussi, pour diagnostiquer? C'est vrai que ça fait plus de 20 ans, enfin près de 20 ans que je rencontre des personnes qui me sollicitent pour de tels bilans. Alors c'est vrai que
ce ne sont pas des tests et on ne mesure pas le QI, hein, c'est des usages qui sont courants mais qui ne reflètent pas du tout la réalité de ces outils. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit et je compléterai par une information qui est quand même vraiment nécessaire auprès du public et qui est que d'abord, ce n'est pas parce que le nombre de demandes augmente que le nombre de diagnostics entre guillemets positifs, je mets entre guillemets parce que ça n'est pas une maladie, donc on ne peut pas diagnostiquer le haut potentiel, on peut juste se rendre compte d'eux, le mettre en évidence. Donc le nombre de demandes, oui, il a augmenté depuis 20 ans que je fais ces bilans, mais le nombre de personnes qui sont concernées n'est pas en augmentation démesurée. Pour preuve, un chercheur qui était venu me voir pour faire une thèse sur le sujet et qui voulait la totalité des bilans que j'avais pu faire, il y en avait à peu près 50% qui concernaient des personnes à haut potentiel. Donc vous voyez que tous les bilans que j'avais pu faire sur plusieurs années, il n'y en avait que la moitié qui concernaient des personnes à haut potentiel. Toutes les autres, c'était... D'autres troubles, c'est ça, hein? Alors, je dirais pas d'autres troubles, mais oui, c'est une introduction parce que en réalité, qu'est-ce qui pose un vrai problème, même pour nous dans les consultations, c'est l'usage qui a été fait dans les médias par certains auteurs très médiatisés d'une population qui a été décrite de façon très caricaturale avec d'excellentes compétences intellectuelles. Et des difficultés soit scolaires, soit comportementales, soit sociales, soit tout ça associé malheureusement. Et donc, on a des parents, on a des médecins, des professionnels de la santé et des enseignants qui ont gardé ces grilles qui ont été conçues dans les années 70-90 et qui les ont diffusées en fait au sein de différentes professions. Et qui font qu'actuellement, lorsqu'un enfant bouge beaucoup, il a très certainement un potentiel. Lorsqu'un enfant a du mal à se faire des camarades, il a très certainement un potentiel. Alors que lorsque l'on regarde la réalité des personnes qui ont un potentiel et qu'on les regarde vivre, on voit qu'elles sont plutôt très bien intégrées, voire mieux que les autres, qu'elles n'ont vraiment pas de problème d'apprentissage. Par contre, effectivement, il peut arriver que certains enfants, mais ça n'est absolument pas la majorité, très loin de là, présentent et un haut potentiel cognitif et un trouble associé du comportement. Voilà qui est le cas. Merci Éric Turon-Lago pour cette excellente transition. Voilà qui est le cas de votre enfant, Marie. Hein. Tout à fait. Parlez bien dans votre micro. Oui, c'est ça. Donc, dès l'âge de 2 ans, c'était l'hypersensorialité qui était... Hypersensorialité. Voilà, qui était vraiment frappante. Avec des rejets forts de jouets, si trop de bruit, au toucher trop chaud pour les jouets. Le langage, la compréhension verbale qu'a mentionné Charlotte aussi a été évoqué à la crèche. Et après, c'est vraiment à l'entrée en CP où finalement la posture d'élève et le temps passé plus statique a été plus compliqué et où finalement, avec aussi les difficultés mises en évidence par la maîtresse, le diagnostic du trouble de l'attention avec hyperactivité, donc il n'est pas systématiquement, l'hyperactivité n'est pas systématiquement associée au trouble de l'attention, mais ça a été du coup diagnostiqué. Là, c'était le cas pour le coup. Ça vous surprend, Éric Konofal, ou pas, cette affaire? En fait, on a raisonné, il y a une vingtaine d'années, on raisonnait en colonne. On avait le trouble déficit de l'attention, hyperactivité, c'était une colonne, et on avait ce qu'on appelait les troubles envahissants du développement, qu'on a après appelé les troubles du spectre autistique, et c'était aussi une colonne. Aujourd'hui, on voit qu'il n'y a pas forcément une des colonnes, mais plutôt une transversalité. Et les frontières ne sont pas très claires entre les troubles de l'attention, les troubles autistiques, parfois même, on y rajoutera les troubles du sommeil, et puis alors l'évaluation, je vais dire, cognitive globale. Vous voyez qu'il y a des choses qui effectivement s'entremêlent. C'est pas aussi évident que ça.
Ce qu'il faut savoir par contre, c'est que les enfants qui sont plutôt de nature autistique primaire, je dirais, sont des enfants, comme le dit Marie, finalement, qui ont au départ des problèmes relationnels, qui ont des problèmes aussi d'hypersensorialité, qui ont une émotion émoussée, qui ont aussi des problèmes de phobie. Ils sont photophobiques, ils sont phonophobiques, etc. Et on les repère comme ça. Après, ce sont des enfants qui sont très souvent apragmatiques, c'est-à-dire qu'ils comprennent tout, mais ils ne font pas les choses. Ils arrivent pas. Ils ne font pas les choses. En fait, si vous voulez, c'est comme si finalement, quand vous étiez avec un enfant qui va absorber un livre, qui va absolument tout savoir par cœur, mais il ne saura pas vous l'expliquer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a des difficultés à accéder à ce qu'on appelle au raisonnement. En fait, il raisonne tellement vite qu'il ne cherche pas à comprendre ce qu'il a perçu. C'est un peu compliqué à expliquer. C'est que, en fait, c'est comme si vous photographiez les choses, vous emmagasiniez, vous êtes hypermnésique, mais de là à faire une synthèse de ce que vous avez, ce que vous savez, c'est difficile. Donc il y a un problème de câblage, c'est ça ? Alors il y a un problème effectivement dans le cerveau, on peut le dire comme ça, c'est un problème assez organique d'ailleurs, où vous n'accédez pas forcément à la compréhension du raisonnement par rapport au traitement que vous en faites. C'est compliqué à expliquer. Je comprends déjà un peu mieux. En fait, c'est comme si vous pouviez, on va dire, saisir les choses sans les expliquer. Ouais. Alors que c'est une évidence, quoi. Oui, absolument. Ça, en fait, Et puis en plus, vous pouvez pas les expliquer parce qu'en plus, comme vous avez des problèmes de relation par rapport aux autres, vous savez pas identifier la personne avec qui vous allez pouvoir communiquer. Donc, voilà. Mais je pense que ça, c'est aussi un point très important, c'est-à-dire que l'enfant ou l'adolescent ne va pas forcément se représenter ce qu'il serait judicieux de communiquer, puisqu'il ne se représente pas par déficit de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire la capacité à se représenter ce qui se passe dans la tête de l'autre. Donc, qu'est-ce qui se passe chez l'autre du point de vue des émotions, du point de vue des besoins, du point de vue de ce dont il est nécessaire d'échanger. Ouais. Donc, il va garder pour lui l'information parce que ça lui paraît évident. Ou alors, il ne se représente pas ce que lui-même a réussi à comprendre. Eh bien, je vous propose de poursuivre cet échange, si vous le permettez, mesdames, et messieurs, juste après cette petite page en couleur, non pas en couleur, mais en couleur musicale, avec cet extrait du quatuor à cordes en la majeur, signé évidemment Monsieur Haydn, le compositeur évidemment. On se retrouve juste après ensemble pour revenir sur ces histoires de diagnostic, les diagnostics et nos enfants. À tout de suite. Voilà pour Haydn. Et oui, ce quatuor à cordes en la majeure, ça passe vite, mais c'est tout à fait agréable d'entendre cela en ce temps de rentrée, en cette semaine de rentrée, on peut le dire, tout le mois de septembre. Moi, je vais dire ça toutes les semaines, les 4 premières semaines de rentrée, on va le dire comme ça. En tout cas, une question de rentrée. Pourquoi nos enfants sont-ils de plus en plus diagnostiqués ? Peut-être avez-vous déjà, en ce mois de septembre, déjà pensé à faire diagnostiquer votre enfant, s'il a des problèmes de comportement à l'école, si la maîtresse l'a demandé, on va voir aussi comment ça se passe pour les parents qui sont un peu inquiets, qui se demandent en maternelle ou même en crèche déjà, qui se posent des questions sur leurs enfants. Si effectivement de plus en plus de tests sont faits, c'est que peut-être aussi, ça c'est vrai qu'on ne sait pas, vous l'avez dit Charlotte, je trouve assez intéressant d'avoir pointé cela tout à l'heure, Charlotte Redberger, est-ce que aussi il y a de bonnes raisons peut-être aussi pour les parents de faire un test à leur enfant, s'il y a des troubles à la maison de comportement ou à la crèche ou à l'extérieur ou à l'école quand il est à l'école. Beaucoup de questions en tout cas qu'on se pose ce matin ensemble avec vous 4 chers invités. Éric Konofal qui est spécialiste du sommeil, je le rappelle rapidement, qui travaillait aussi sur la question des troubles de l'hyperactivité et de l'attention, toujours dans l'autre sens, à l'hôpital Robert Debré à Paris. Charlotte Redberger, donc qui est psychanalyste, qui a beaucoup travaillé, qui est spécialiste en sciences sociales et en profil neurocognitif atypique, connaît bien la chanson. Nous sommes également en compagnie d'Éric Turon-Lago, qui est psychologue à l'Éducation nationale et qui travaille à la sensibilisation des psychologues et des enseignants aux troubles des apprentissages et du comportement. Et enfin Marie, qui est maman d'un petit garçon diagnostiqué en 2 fois, à 2 ans et demi pour le côté HPI, si je puis dire, et puis le trouble de l'attention et l'hyperactivité à l'âge de 6 ans et demi, et qui est là pour témoigner ce soir. Voilà. Alors, effectivement, c'est un peu flou. Vous l'avez dit, Éric Konofal, c'est un peu voulu, cette transversalité qui a changé, qui a évolué.
Et au niveau, c'est vrai, des demandes de tests, est-ce qu'on sait, les enfants qui viennent vous consulter, enfin les parents des enfants par exemple qui viennent vous consulter, est-ce qu'on sait si ça vient, c'est presque à Éric Turon-Lago qu'on devrait poser la question, est-ce que les demandes viennent plus des parents ou des professeurs au fond, ou des responsables? Est-ce qu'on a une idée là-dessus? Peut-être qu'Éric Turon-Lago a une idée? Oui, j'ai une idée très très claire. L'origine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est rarement les parents. Et c'est essentiellement les enseignants ou les médecins de famille ou des psychologues qui vont rencontrer l'enfant dans le cadre de troubles du comportement, ce qui est assez fréquent. Et j'en profite pour pouvoir dire ici que c'est embêtant parce que ça nous pose deux soucis. Le premier, c'est que lorsque la demande concerne essentiellement des troubles du comportement, il faudrait que les parents comprennent qu'il ne devrait pas y avoir de lien avec le haut potentiel cognitif. Ça ne devrait pas être un lien automatique. Vous voyez, et le deuxième, c'est le résultat des bilans, c'est-à-dire qu'une fois qu'on fait ce bilan psychométrique et que on a évalué, parce que dans le bilan psychométrique, c'est pas le sujet, mais rapidement, on évalue des compétences essentiellement scolaires. Oui. Lorsque les résultats indiquent, alors dans la quasi-totalité, c'est des scores, des résultats qui sont dans la norme, un petit peu au-dessus, mais pas toujours très supérieur comme les 2,5% dont on a parlé tout à l'heure, c'est compliqué pour les parents après de s'être fait à l'idée que l'ensemble de la réponse résidait dans le fait que leur enfant était au potentiel. Et là, on leur donne l'information comme quoi non. Donc, c'est compliqué pour eux de se dire, parce qu'on leur a dit plusieurs fois, le médecin, les enseignants, éventuellement des amis, et quand on leur dit que le potentiel n'est pas là, même s'il y a des bons résultats, ça va compliquer parfois la prise en charge, parce que comme il y a souvent des troubles associés, on a tardé à les évaluer et ça va être très compliqué pour les évaluer ensuite. Et Éric Konofal, ça vous surprend pas? Non, parce qu'en fait, c'est là où on peut revenir sur l'histoire de ce chercheur qui nous dit que les hauts potentiels, on les retrouve dans les familles aisées, parce que les parents, s'ils ne sont pas satisfaits, vont aller voir un autre psychologue. Et là, vous avez en plus un effet retest qui fait que vous y comprenez encore moins bien dans les capacités cognitives de l'enfant. Sur l'histoire des tests très scolaires, plus qu'il n'en faut. C'est des tests qui finalement vont mesurer votre capacité de comprendre, votre capacité de raisonner, votre capacité de pouvoir prendre plusieurs stimuli et les apparier éventuellement, votre vitesse de traiter cette information à la capacité revenant sur votre mémoire de travail, ce qui vous permet de stocker au court terme des informations, pouvoir les utiliser. Donc, scolaire, oui, mais pas que, parce que finalement, pour des enfants qui font des mécanos, qui font des Lego, qui jouent à des jeux de construction, etc., c'est des capacités aussi qu'on peut mesurer par rapport à ça, et il n'y a pas que scolaire. Mais en partie, oui, évidemment, parce que de toute façon, si on mesure vos capacités de performance, il faut bien produire quelque chose. Si ce n'est pas un calcul, c'est une construction, mais il faut produire. On ne peut pas mesurer si on produit pas. On est bien d'accord. Charlotte Redberger, alors vous, votre enfant j'imagine que c'était des tests différents de ce... C'était il y a un bout de temps. En fait, c'est un peu le même parcours que le fils de Marie, puisque à 3 ans et demi, la maîtresse en maternelle... Donc c'était à 3 ans et demi de votre côté? Oui, elle m'a convoquée en me disant, voilà, votre fils n'est pas un élève. Alors... N'est pas un élève. Bon, alors, d'accord. Que se passe-t-il? Voilà une bonne. Et elle me dit, écoutez, il me dit, moi, maîtresse, je pensais que j'allais apprendre des choses à l'école. Ça ne m'intéresse pas de mettre du bleu dans les ronds rouges, donc je ne veux pas le faire. Mais je voudrais apprendre ce qu'il y a derrière les étoiles, ou je veux faire de la philosophie. La philosophie, vous connaissez déjà le mot à 3 ans et demi? Si ça vous dérange pas, je vais écrire des poèmes de mon côté. Et la maîtresse a réagi. Déjà, elle était étonnée dans un premier temps, j'imagine. Elle était étonnée, mais pas très contente. Et puis elle me disait, pendant les moments où ils ont ce que j'appelle temps libre, tous les enfants viennent à la table pour dessiner. Et le vôtre, il va faire du mécano
où il écrit ses poèmes. Ça rejoint ce que nous disait notre ami Eric Onoff, c'est-à-dire qu'il choisit de transgresser quelque chose. Alors, transgresser pas forcément, ce sont des enfants qui ont besoin de produire quelque chose, qui essayent de produire quelque chose, parce que finalement, ils ne sont pas intéressés par faire des choses qui sont considérées par eux d'un autre niveau. Ils ne sont pas juste mal élevés, quoi. Non, dire ça, non, ils vont. Si vous leur faites faire quelque chose de simple, ils ne le feront pas. Ouais. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle souvent aussi, on a des parents qui viennent consulter parce que leurs enfants sont en échec scolaire. Ça, c'est encore un concept qu'on n'a pas expliqué, mais pourquoi ? Parce que finalement, ils ne font pas ce qu'on leur demande de faire. Ils sont capables de faire autre chose d'un niveau bien supérieur, mais comme on leur demande pas de produire ça, mais produire quelque chose qui est d'un niveau qui serait celui de leur classe d'âge, à laquelle eux ils n'appartiennent pas puisqu'ils sont d'un autre niveau, très au-dessus. Donc du coup ils ne produisent pas. Donc c'est pas du tout qui peut le plus, peut le moins. C'est le contraire de cette espèce de. Sauf que tout va dépendre à un moment donné des enseignants. Vous avez des enseignants qui sont ouverts et qui vont laisser faire et puis qui vont juger l'enfant en disant voilà il fait pas ça, mais à côté il fait ça, donc c'est quand même beaucoup mieux. Mais d'autres non, ils vont se contenter de dire tu ne fais pas ça, tu fais du hors sujet, donc voilà, donc je t'évalue pas bien. Enfin je. Alors, ou alors ils sont pris parce que le mien on le renvoyait dans la classe de petite section. Donc il y a encore des enseignants qui peuvent fonctionner de cette manière et l'enfant va se sentir en échec, il va se sentir stigmatisé. Donc même si mon fils a d'abord eu le diagnostic de haut potentiel, ça ne répondait pas aux questions parce que c'était donc seulement à l'âge de 6 ans et demi qu'il a eu le diagnostic de TDAH, de type 3 également. Donc ça veut dire qu'il y a un mélange de troubles de l'attention avec une hyperactivité motrice et une impulsivité verbale, cognitive et motrice. Donc c'est vraiment des enfants qui ont besoin de bouger, qui ont besoin de vivre les choses dans le corps et qui, en même temps, peuvent faire plein de choses à la fois. Mais si ces enfants, on leur demande de rentrer dans le moule, ça va pas fonctionner. Et dans mon livre, je parle d'un certain nombre de génies qui étaient, voilà, c'est un diagnostic rétrospectif, mais probablement TDAH, comme Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule électrique, de la batterie, la batterie. Ce n'est pas une maladie. Voilà. Donc, en fait, ce sont des enfants. Thomas Edison, un jour, son fils est revenu en disant voilà une lettre de l'enseignant et elle a inventé ce qui avait marqué, mais ce qui avait marqué, c'était votre fils. On ne peut rien lui apprendre. Veuillez lui enseigner vous-même. Et elle a dit votre fils est un génie. L'école est trop petite pour lui. Veuillez le reprendre. Mais c'est intéressant ce que vous évoquez là, Charlotte, parce que finalement, on arrive à une question extrêmement sensible. J'ai l'impression aujourd'hui, déjà évoquée par d'autres invités dont je me permettre de faire l'écho ce soir, c'est le fait, en France, je crois, surtout en France, de faire rentrer le plus possible les enfants dans un certain sens, dans un moule, au fond, on peut le dire comme cela. Et quand ils sortent un petit peu de ce moule, alors là, il est malade, il a du trouble, il faut aller voir le psy, et on le catalogue comme étant un peu différent des autres, voire handicapé. Vous imaginez de porter ça... Alors c'est pour ça que le tout diagnostic a peut-être un peu ses limites, Marie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Alors peut-être que Eric, juste avant Marie, ma pauvre Marie, vous allez à un moment donné avoir la parole. Éric Turon-Lago, qu'est-ce que vous répondez à cela ? Je voulais juste rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faudrait vraiment abandonner, mais totalement, le mot diagnostic pour du haut potentiel. C'est-à-dire qu'un enfant surdoué ne peut pas avoir le diagnostic de surdoué, parce que c'est intéressant de conserver ce terme, de le réserver uniquement à des choses qui sont liées à une pathologie, quand c'est le cas, ou un trouble, parce qu'on a pas mal de troubles en psychiatrie, plus que des maladies, lorsque c'est le cas. C'est-à-dire qu'on peut diagnostiquer un TDAH, oui, forme 1, 2, 3, on peut diagnostiquer un autisme, oui, mais on ne devrait jamais utiliser le terme de diagnostic pour le haut potentiel ou le surdouement, parce que même si ça existe, alors effectivement, il y a tout un tas de détracteurs qui ont publié là-dessus, mais il y a aussi pas mal de gens qui ont fait du mal à cette cause en justement pathologisant le contexte et en insistant
sur des populations que nous rencontrons et qui sont en fait qui sont biaisées. On a un biais de recrutement. C'est-à-dire que moi, je ne vois, lorsque ce sont des personnes à potentiel jeunes ou adultes, je ne vois que des gens qui rencontrent des problématiques. Donc, si moi, je conclus que les personnes au potentiel ont des problématiques du fait de leur haut potentiel, je commets une grosse erreur. Ouais. Ça, c'est quand même intéressant. Tout est une question de terme. Hein. Merci infiniment de le préciser. Enfin, je crois que c'est important. Je me permets de vous remercier. Marie, de la part des auditeurs. Marie, c'est vrai que le côté pathologisant... Moi, j'aurais été enfant aujourd'hui. Je pense, pas du tout aimé... avoir été diagnostiqué, ou parce qu'on s'en rend compte, on n'est pas neuneux quand on a même 3 ans, on sait que quand on va voir un psy avec une blouse blanche, il se passe quelque chose, quoi, ou même sans blouse blanche, mais qui vous pose des questions bizarres et qui vous fait faire des tests, il y a un truc qui ne va pas dans la machine, quoi. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement dur, je trouve, non ? Je trouve, personnellement, Marie-Ange, je m'affiche. Alors, c'est vrai, mais pour moi, la démarche, elle fait sens quand c'est souvent le cas, une problématique vécue à l'école. Et en fait, ça permet simplement de reconnaître la différence à l'enseignant, par exemple. Ça, c'est vrai. Qui, au lieu de pointer comme une faute, une caractéristique qui relève d'un fonctionnement différent, ça permet déjà de faire cette distinction. Du coup, pour mon fils, ça a été aussi de pouvoir bénéficier d'aménagement dans sa possibilité de faire, en fait. Ça va mieux. Oui, vraiment. Vous êtes contente ? Vous êtes relativement satisfaite ? C'était important, parce que pour moi, la finalité de poser le bon diagnostic ou le bon mot, parce qu'effectivement, le haut potentiel n'est pas un diagnostic, c'est finalement que positif. C'est un état, en fait. Voilà. Une caractéristique, c'est... Voilà. Ça permet cette reconnaissance et du coup cette tolérance. Parce que pour moi, c'est aussi, grâce à cette reconnaissance, pouvoir mieux faire avec la différence. Ils se sont handicapés, ils se sont différents des autres ou pas ? J'ai envie de vous poser la même question après, Charlotte. Marie, votre enfant. Pas du tout. Votre fils. Non, pas du tout. Vraiment, lui, c'est son souhait, c'est de pouvoir faire comme les autres, il a des amis, comme les autres. Ça se passe bien à l'école, mieux. Oui. Ouais. Vraiment. Il était en effet en difficulté dans l'apprentissage, en fait. Les relations n'étaient pas trop concernées. Les problèmes relationnels, c'était pas. Alors, ça se manifeste aussi quand il est incompris dans ce qu'il peut faire par une agitation effectivement envers les autres, parce qu'il y a une forme de il est parfois un peu rejeté, quoi. Oui, enfin de distinction, parce que comme il est agité ou qu'il ne fait pas, il va être plutôt mis à l'écart dans ce que font les autres, et de cette mise à l'écart peut générer un mal-être, en fait. Charlotte, ça vous parle ou pas ? Oui, ça me parle beaucoup. Je remercie Marie de faire ce constat, que c'est important de faire une évaluation, sans parler nécessairement de diagnostic. Le diagnostic viendra éventuellement après. Ça va permettre de reconnaître les points forts et les points de difficulté d'un enfant, de mieux l'accompagner, parfois éventuellement de donner une médication, parce qu'on peut avoir des résultats très surprenants grâce aux médications. Et l'enfant a l'impression que ce sont les autres qui changent de personnalité. Comme aux États-Unis, par contre, attention, parce que là, c'est à tout craint. Oui, là, c'est un excès. C'est ce qu'on entend dire, Eric Quenauphal. Oui, on entend dire ça, effectivement. Bref. Mais pour ce qui est de mon fils, comme il a été beaucoup harcelé et qu'on a mis beaucoup de temps à avoir le diagnostic de syndrome d'Asperger, qui est venu en 3e, puisqu'il avait 10 ans et demi quand il a eu le diagnostic, donc on n'a pas pu prévenir le harcèlement. Il n'a eu un auxiliaire de vie scolaire qu'en CM2. Et ensuite, ça a été aussi très compliqué, même en Belgique, parce que dès l'instant où les enseignants ne veulent pas forcément reconnaître que c'est un fonctionnement différent, l'enfant va se sentir vraiment en échec, et ça peut porter sur la relation aux autres. Dans son cas, c'était ça, c'était pas les apprentissages.
mais c'est très douloureux. Le sens de la différence. L'homme est-il un loup pour l'homme? Et oui, visiblement, toujours plus. Tout de suite, j'ai 10 ans. La preuve avec Alain Souchon. On se retrouve juste après. À tout de suite. Alain Souchon, j'ai 10 ans sur Radio Notre-Dame. Et RCF à l'heure où nous parlons de ces enfants qui sont visiblement, en tout cas en France, de plus en plus, enfin je pense qu'on peut parler de l'Occident, de plus en plus diagnostiqués, de plus en plus en tout cas de tests sont faits chaque année depuis en gros une dizaine d'années. Alors pourquoi? On en parle ce soir, avec Charlotte Redberger, c'est que l'année dernière c'était à 9h, pendant 4 ans ça a marqué évidemment aussi les auditeurs d'Enquête de Sens et maintenant nous sommes heureux de nous retrouver tous les soirs à 17h, j'en profite pour le redire. Voilà, Charlotte Redberger, Éric Conofal est avec nous, Éric Turon-Lago, 2 Éric ce soir au programme de cette émission, ainsi que Marie qui est maman d'un petit garçon qui a maintenant quel âge d'ailleurs? 7 ans. Qui a 7 ans, voilà, qui est donc en CE1 en toute logique. On n'a pas parlé non plus des sautages de classe, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, le fait de sauter une classe. Il y a une période, je crois, Éric Conofal et Éric Turon-Lago, où c'était très à la mode. Dans les années 80-90, c'était donc mon enfance, c'était assez à la mode. Je ne sais pas si ça a beaucoup évolué de ce côté-là. Éric Turon-Lago, est-ce le cas? Alors, il faut aussi se rappeler que bien avant les années 80, notamment dans les provinces autres que les grosses villes de région parisienne notamment, on faisait sauter de classe beaucoup plus fréquemment encore. C'est-à-dire que les enseignants des années 40-50 n'hésitaient absolument jamais à faire progresser un enfant beaucoup plus vite que les autres s'ils jugeaient qu'il avait des compétences, et on poussait les enfants à vraiment aller un peu plus vite que les autres. Donc en fait, c'est quelque chose qui a un peu disparu dans les années 60 peut-être, et qui est revenu à la fin du XXe siècle, mais de façon très très quand même très très modérée. Moi, vous n'avez pas l'air très favorable. Alors, si, je suis favorable, mais je suis favorable quand c'est nécessaire, mais je ne vois absolument pas une explosion des sauts de classe. Au contraire, je vois une grosse frilosité. Oui, c'est ce que je vous dis. C'est mon sentiment également. J'ai l'impression d'assister à moins de décisions en ce sens, en fait. Est-ce que Marie, vous croyez... Pardon, j'allais demander à Marie si on lui avait proposé, par exemple, ou à Charlotte, est-ce qu'on a proposé à vos enfants, respectivement, de sauter des classes? Pardonnez-moi, Éric. Non, pas encore. Pas encore, hein? Non, et vous, en même temps, c'est le début, 7 ans, c'est vrai. Ça aurait pu être le cas, d'ailleurs. Dans les années 90, si on écoute Éric Turon-Lago, on aurait pu... La possibilité de suivre des apprentissages dans des niveaux supérieurs, d'ouverture, en fait. En fait, je pense que quand on constate qu'un enfant a des difficultés, que ce soit relationnelles ou à s'adapter, on va dire, aux consignes et aux demandes des enseignants, même s'il réussit bien, on ne va pas du tout l'encourager à sauter une classe. Or, mon fils a été déscolarisé pendant 3 ans parce que ça ne fonctionnait pas du tout. Donc, je lui ai fait l'école à la maison. Quand il est revenu, donc dans un système un peu différent en Belgique, eh bien, on lui a fait sauter pratiquement 3 classes. Alors qu'il n'était pas scolarisé, et il a très bien réussi. Parce qu'il a vraiment apprécié le challenge, il a apprécié d'aller plus vite, il a apprécié qu'on reconnaisse le côté, le versant positif en fait de sa différence. Et je pense que c'est important d'insister là-dessus, parce qu'on va toujours insister sur la notion de trouble, mais on pourrait parler d'écart, on pourrait parler, comme le disait le docteur Conofal tout à l'heure, de troubles neurodéveloppementaux. Ça veut dire que, en fait, il y a une plasticité cérébrale. Donc, c'est susceptible d'évoluer. C'est susceptible d'évoluer si l'enfant a été bien accompagné, s'il est compris par son entourage, s'il est compris par les personnes qui l'accueillent dans l'environnement scolaire ou autre. Et en réalité, si on n'insiste pas sur, ou si on ne s'abrite pas derrière le diagnostic. Éric Conofal, est-ce que j'ai bon? Est-ce que c'est vrai qu'on a l'impression, ou est-ce que Éric Turon-Lago également a raison effectivement de percevoir les choses ainsi? Le nombre d'enfants qui sautaient des classes était plus important jadis que maintenant. Alors, est-ce que c'est bien d'ailleurs de les faire moins? Moi, je vois sur le cas par cas. Aujourd'hui, j'ai pas forcément la réponse à savoir comment les choses ont évolué dans ce sens-là, mais
en cas par cas, quand vous avez un enfant qui ne fait pas ce qu'on lui demande de faire parce qu'il le juge d'un niveau trop faible ou inintéressant pour lui et qu'il a besoin de s'épanouir dans quelque chose de plus complexe, de peut-être plus avancé, plus travaillé dans le plan de l'évolution scolaire, on gagne à lui faire sauter une classe. Encore faut-il que l'enseignant puisse être aussi un peu à son écoute et lui donner des choses suffisantes pour toujours le nourrir. Comme disait Charlotte, à un moment donné, les parents, lorsqu'ils ont affaire des fois à des on va dire des pédagogues un peu dogmatiques, qui aiment bien les enfants dans des cases et dans des colonnes, effectivement, les enfants ne peuvent pas s'épanouir. Donc, on ne peut pas casser la colonne, il faudrait tout casser, et ça ferait beaucoup de bruit, surtout au sein de l'éducation nationale. Donc, on va sortir l'enfant et lui donner une éducation scolaire qui va être à son niveau à lui. Si vous ne pouvez pas vous épanouir, si vous êtes dans un œuf et que vous ne pouvez pas en sortir, vous allez le casser à un moment donné. Donc, moi, je suis plutôt pour la transversalité et surtout pour que chaque enfant, cas par cas, puisse s'épanouir. Et il n'y a pas de modèle idéal. Si on fait sauter une classe, mais qu'à côté de ça, l'enfant n'a pas forcément le niveau, et c'est pas forcément un enfant qui avait un bon niveau intellectuel, mais ça a été un peu surévalué parce que les parents sont derrière à vouloir le stimuler, c'est sûr que ça peut être un échec au bout. Mais si vous avez un enfant qui est homogène, qui a un niveau de développement de 2 ans, 3 ans de plus que son âge scolaire, on n'a aucun intérêt à le laisser dans sa classe d'âge. Sauf que pour les copains, il va casser les pieds à tout le monde, et donc du coup, il va se faire sortir quand même à un moment donné. Donc moi, je pense qu'il faut avancer avec les capacités et pas se restreindre. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que tous ces concepts-là qu'on a aujourd'hui sont très anciens. Par exemple, vous avez un auteur, Parchap, en 1856, qui publie un livre qui s'appelle « De l'intelligence, de la volonté et de la sensibilité ». Vous voyez ? Donc, il part du principe qu'un enfant qui a une intelligence normal peut tout à fait avoir des problèmes de volonté. Aujourd'hui, on irait voir des enfants paresseux, hyperactifs, parce qu'ils font autre chose que ce qu'on leur demande de faire, et des enfants qui ont une hypersensibilité, donc ils vont se vexer facilement, etc., alors que ce sont enfants peut-être performants. Tout ça, ça a déjà été écrit. Et on a fait des classes d'adaptation au cours des années 1860, 1880. On a tout créé, en fait. Et après, on a tout cassé. Alors, il parlait des années 70, on peut en parler, et pas en bien, on a tout cassé. Donc, alors que ça marchait bien. On faisait des classes de niveau, on faisait ce qu'on appelait la méthode fragmentaire, c'est-à-dire qu'on pourrait dire la méthode syllabique, etc. Plutôt que de vouloir faire apprendre des mots par cœur à des enfants, ce qui les a abrutis pour la plupart du temps, on leur a fait composer leurs mots avec des racines, etc. Donc je pense qu'il faut revenir à toutes ces bases et relire, plutôt que de ne pas vouloir et de laisser les livres dans les bibliothèques, les sortir et les lire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, si on revenait un peu au passé, on verrait qu'on n'a pas besoin de faire des colonnes et des diagnostics, on a juste besoin de s'occuper des enfants qui sont tous différents les uns des autres et qui ont peut-être tous besoin d'une éducation un peu adaptée, avec un petit peu de psychoflexibilité de la part aussi des enseignants, ça se passerait pas mal. Donc voilà, ceux qui sont revenus de vacances, ils vont être contents en écoutant l'émission ce soir. Voilà, parfait. Eric, fallait pas me laisser le micro. Eric Turolago, je vous ai coupé tout à l'heure, pardonnez-moi, vous avez la parole maintenant. Qu'est-ce que ça vous inspire tout cela? C'est pas facile, à mon avis, il y a une bascule, j'ai l'impression, au niveau de la réflexion autour de ces questions des différences. C'est une bascule, oui. Alors c'est vrai que ça met un petit peu quand même de légèreté, ce qui vient d'être dit quand même, mais il est vrai que ce qui est très compliqué pour les enseignants que j'ai côtoyé vraiment très longtemps et que je continue à aider dans soit le repérage, soit l'aide, c'est que beaucoup de gens dans ce système éducatif, au moins français, mais soyons raisonnables, c'est vraiment très similaire dans d'autres systèmes éducatifs. On n'est pas le pire et le plus maltraitant. C'est vrai, c'est bien. On n'est quand même pas trop mauvais. Bon, merci. On merci, peut faire largement mieux, mais quand même. On fait ce qu'on peut. C'est ça. Difficile. Oui, c'est vrai que c'est difficile pour les enseignants. On embrasse tous les profs et les instituteurs qui nous écoutent ce matin. Moi, je les embrasse. Voilà, je vous embrasse tous. Très bonne rentrée. C'est vraiment difficile pour eux de pouvoir comprendre qu'un enfant qui pleure facilement ou qui, en primaire, même si c'est en CP ou en CE1, il a toujours son doudou et qu'il peut quand même faire des activités de la classe supérieure. Il y a énormément d'enseignants qui me marquent des mots en disant il y a une immaturité affective qui ne permet pas le saut de classe et nous sommes désolés. Alors, en fait, si l'immaturité affective, d'accord, elle est peut-être présente, mais permettez à cet enfant d'être heureux d'apprendre de nouvelles choses et d'être joyeux de son appétit d'apprendre en le mettant avec des camarades qui font des choses plus complexes
Et en arrêtant d'avoir en tête que si je le mets avec les plus âgés, parce que vous voyez, moi j'ai même des enseignants qui disent à l'enfant textuellement, et qui le regardent et qui lui disent, est-ce que tu es d'accord pour rester dans cette classe où tu dis un peu que tu t'ennuies mais où tu as tes camarades, ou d'être dans une autre classe où tu ne connaîtras personne? Ben là, l'enfant, il vous répond tout de suite, je reste. Je restais là. Alors qu'en réalité, tous les jours, il se plaint que ce qu'il fait, c'est des choses de bébé. Ouais, qu'il s'ennuie à mourir, quoi. Et qu'il s'ennuie à mourir parce qu'il sait déjà un grand nombre de choses. Alors quand on ne fustige pas les parents, parce qu'ils apprennent trop de choses. En fait, ils ne font que répondre très souvent aux demandes. Mais on peut pas empêcher un parent de répondre aux sollicitations d'un enfant. L'autre objection, ça va être de dire, il est immature, il n'a pas, alors tout à l'heure ça n'a pas été dit comme ça, mais moi je vais vous donner le terme, il n'a pas sa posture d'élève, mais ça ne veut rien dire. Sa posture, en fait, c'est bien un truc de l'éducation nationale, pardon, hein, mais il a sorti tout seul. Il n'a pas sa posture d'élève. Et en fait, c'est catastrophique parce que, comme le disait Eric Onofal, c'est aux enseignants et aux équipes qui accueillent de faire cet apprivoisement de l'enfant et non pas à l'enfant de s'adapter au système. Nombre d'inspecteurs de l'éducation nationale et de ministres l'ont dit, ce n'est pas aux enfants de s'adapter au système. On parlait des crèches récemment, c'est la même chose. Voilà, bref. Autre sujet, mais finalement, on dit même. Même si c'est pas une adaptation de dingue qui nécessite des moyens énormes, comme le disait Eric Onofal, c'est une façon de voir l'autre individu que j'ai en face de moi, et c'est une façon d'être avec l'autre. Et oui, ça ne nécessite pas des millions d'euros. Éric Turon-Lago, merci beaucoup. Marie, êtes-vous inquiète? J'ai envie de terminer l'émission presque en disant, vous posant la question, êtes-vous inquiète en fait pour ça? Et même Charlotte, le côté, Charlotte c'est un peu réglé maintenant, mais j'ai l'impression que ça va plutôt bien. C'est vrai que moi à votre place, je serais peut-être inquiète. Vous voyez que mon enfant soit pas forcément intégré, l'immaturité affective, je sais pas, ça vous inquiète ou pas ça? Si jamais il saute des classes, j'en sais rien. Ou... Est-ce que ça vous inquiète, tout ça? Aujourd'hui, je ne le suis plus inquiète parce que les mots sont posés et le suivi aussi qui lui permet d'être accompagné et reconnu dans ses difficultés pour valoriser ce qu'il fait le mieux est en place. Donc, j'ai presque envie de dire cocorico quand même un tout petit peu. Il y a du mieux. Je pense que c'est aussi important quand même de dire un mot sur les traitements. Marie, tu peux peut-être dire. Tout à fait. Donc, à la suite du diagnostic de TDAH, on a mis en place sur les recommandations du docteur Val un traitement à base de méthylphénidate qui permet à Ellie de... Donc ça existe aussi, quoi. De se sentir mieux, effectivement, dans le comportement également. Je vous remercie infiniment, avocate Charlotte Redberger, Éric Onofal, Éric Turon-Lago et Marie. Merci infiniment, avocate, pour avoir décrypté cette question ô combien délicate. Merci.